Dans la mémoire collective, le Vercors est l'un des noms les plus connus de la résistance. Mais il est aussi un maquis plutôt atypique et assez complexe à comprendre. Ici, Saint-Nizier-de-Moucherotte est le théâtre de la première confrontation armée de grande envergure. La première bataille rangée entre le maquis du Vercors et les forces allemandes. Un combat qui annonce quelque peu le destin tragique du Vercors. Prémisse d'une fin annoncée, cette bataille a un goût de désillusion, mais elle est aussi le reflet d'espoir. Elle est le témoin de réussite, mais aussi d'échecs des combattants de la résistance qui défendirent leur idée de la vie avec de rares moyens. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du champ de bataille de Saint-Nizier. Comment raconter cette histoire ? Pour débroussailler l'imaginaire et arriver à une presque vérité, il me faut recouper un certain nombre de sources, de matériaux. Comment raconter un événement sans l'avoir vécu ? Quelle matière utiliser ? Nous sommes à une époque charnière où les derniers témoins disparaissent, et cela marque et agrandit plus que jamais l'espace qui nous sépare de l'événement. Ce qui était évident pour eux, les détails, les lieux précis, qu'ils ne pensaient pas nécessaire de noter, est parfois pas ou peu écrit. Ce qui était bien connu de chacun, et pour les nouvelles générations et moi, parfois laborieux à imaginer et rend la lecture de l'événement difficile. Cela peut laisser place à des interprétations ou des idées fausses. D'abord, je m'appuie sur des témoignages audio de personnes ayant pris part aux faits, recueillis et enregistrés entre les années 90 et 2000, entre autres par Jean Julien, et plus récemment par moi-même. Pour moi, le témoignage, c'est écouter, conserver et devenir le témoin du témoin, et faire revivre le moment dans l'esprit de la personne et devenir, temporairement, une sorte de compagnon de voyage. Cela me donne la sensation de vivre l'événement, à taille humaine, à travers la personne et son récit. Bien sûr, je garde en tête que les témoignages sont aussi à prendre en considération avec quelques outils critiques. Il faut garder en tête qu'un seul témoignage ne peut résumer l'événement. Il faut aussi avoir conscience des difficultés de restitution des événements traumatiques, les variations, occultations et inclusions d'événements que la personne est convaincue d'avoir vécu à force de l'avoir entendu. Force est de constater que le témoignage réduit et simplifie aussi grandement la complexité du comportement humain. Ici, l'intérêt est d'en avoir mis plusieurs en perspective, de les avoir contextualisés et de les avoir recoupés avec d'autres sources. Je crois qu'il existe deux grandes catégories de témoins. On a les grands témoins, si je puis dire, affectés au poste décisionnel qui expliquent les raisons des décisions et leurs conséquences, la gestion de celles-ci, les réseaux, les organigrammes, et qui sont plutôt proches de la grande histoire. Il y a aussi les témoins d'ambiance qui apportent un éclairage plus sensible sur une époque donnée, avec des détails à leur niveau, à l'échelle d'une vie. J'ai utilisé les nombreux témoignages écrits, datés de l'immédiat après-guerre jusque bien plus tard après les événements. Il est d'ailleurs intéressant de les différencier et eux aussi de les contextualiser. Au Vercors et au maquis en général, le témoignage écrit saisi immédiatement est rare. Très probablement à cause du contexte clandestin et très certainement de la volonté de ne pas laisser de traces, ne pas risquer gros si jamais ces notes devaient tomber entre de mauvaises mains. Heureusement, certains l'ont fait. Peut-être que l'effet territoire libéré en avance, particularité du Vercors, a accentué ce phénomène. Bien sûr, il en va de même pour les photos et documents qui sont de véritables mines d'or et qui regorgent d'indices. Ensuite, il y a les éléments immuables, comme les lieux, les objets retrouvés, les diverses traces qui parfois valident ou invalident ce que l'on a dit ou écrit. Ce sont des indices à part entière et ils ont leur intérêt pour peu qu'ils soient lus avec une méthodologie aussi rigoureuse que le reste. La recherche historique continue d'avancer, parfois poussée par les nouvelles technologies, la facilité actuelle à communiquer avec d'autres pays et l'émergence de nouveaux indices. La compréhension de l'événement et son enseignement ne peuvent en être que meilleures. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour s'approcher le plus possible de la vérité et savoir où on met les pieds. Un peu de contexte. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les côtes françaises en Normandie. Ils sont encore à ce moment-là fixés aux plages. Tous les maquis de France sont appelés à sortir de l'ombre pour créer la confusion et détourner l'attention de l'occupant allemand. Au Vercors, dans les vastes forêts, loin de la population, il y a une dizaine de camps clandestins qui comptent une trentaine d'hommes chacun. Pas tous combattants dans l'âme, ce sont des hommes qui, pour la plupart,
ont fui le service du travail obligatoire, le STO, et qui sont souvent encadrés par des militaires refusant la défaite. Ils ont simplement dû survivre discrètement, avec peu de moyens et par tous les temps dans la nature. Ils ont reçu une mince instruction militaire et de quoi se défendre et s'entraîner, suite au premier parachutage. Les Allemands, eux, ont connaissance de ces camps et tentent de les trouver pour les détruire. Un plan d'action, le projet Montagnard, a pris vie petit à petit. Il vise à verrouiller et transformer ce massif d'accès difficile et aux routes escarpées, donc facilement défendables, en véritable forteresse naturelle. Il s'agit d'accueillir des unités aéroportées alliées, comme tête de pont, pour un futur débarquement en Provence. De là, il sera possible de lancer des raids sur l'arrière de l'ennemi et de couper les voies de retraite et de communication. Un aérodrome clandestin doit ainsi voir le jour en plein cœur du Vercors, sur le terrain plat de Vassieux, pour recevoir des avions porteurs et du matériel lourd. Une force de 4000 parachutistes a été promise par les Alliés à l'état-major d'Alger, puis transmise au Vercors par le Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA. À la date du 6 juin, par une série de malentendus dus aux difficultés de communication, d'interprétation et d'enjeux politiques, rien n'est vraiment validé, mais rien n'est vraiment rejeté non plus. Les nombreux parachutages et les promesses faites à Londres et à Alger semblent indiquer que le projet suit son cours. Naturellement, lors de l'appel à la mobilisation des maquis, le Vercors répond présent et interprète, à tort, ce signal comme étant celui du déclenchement de la phase finale du projet Montagnard. Pour eux donc, un débarquement dans le sud et ici, sur la tête de pont, est imminent. Du côté allemand, le terrain gagné en Russie de 1941 et 1942 est pratiquement totalement perdu, de même que les précieuses ressources en hommes et en matériel. Les Russes mènent des offensives agressives et les Allemands sont maintenant en position défensive. Pour noircir encore le tableau, au sud, la route de Rome vient d'être ouverte. Peu à peu, on constate l'évidente multiplication des fronts. L'annonce du débarquement de Normandie donne aux Allemands le sentiment d'un étau qui se resserre de plus en plus. Il leur faut donc éradiquer le moindre danger identifié afin de concentrer les forces et les ressources vers les différents fronts principaux. Sur place, à Grenoble et aux alentours, la résistance est de plus en plus active. L'occupant n'est plus en sécurité. Les actions de sabotage et les coups de main se multiplient. Les forces allemandes, aidées de la milice, ont tâté le terrain en menant quelques incursions, parfois avec succès, en Vercors, notamment au mois de janvier, mars et avril 1944. Après le succès de leur opération anti-maquis dans les Glières, c'est le Vercors qui intéresse les Allemands, car il est notoire qu'une importante force est en train de s'y réunir. Ces photos tirées d'un album montrent des soldats allemands à Grenoble, après l'opération des Glières et avant ou après celle du Vercors. Plusieurs détails méritent d'être soulignés. D'abord, on aperçoit des pistolets mitrailleurs Sten anglais de parachutage, confisqués et montrés comme trophées par les Allemands. Sur une autre photo, c'est une voiture qu'ils utilisent et au dos, cette photo précise que c'est une voiture prise aux partisans. Anton Rild est sous-officier dans la 157e division de réserve allemande. Il observe les montagnes depuis sa garnison à Grenoble et dit à un nouveau camarade: Les Anglais et les Américains envoient aux partisans, chaque nuit, des armes et des munitions. Il semble que nous allons bientôt être dépêchés pour enquêter. Le major Mutius et le bataillon veut savoir si les Français ont aussi des canons et des mortiers. Dès le signal lancé par l'état-major du Vercors, les maquisards des camps clandestins se dirigent vers les points à défendre. Ils barrent les routes et contrôlent les accès en installant des points de vigilance aux entrées du Vercors. Ils sont par la suite renforcés par des hommes des compagnies civiles qui affluent de toutes parts. Le Vercors crée et structure des compagnies dites civiles qui sont une réserve d'hommes adhérant au mouvement de résistance et qui ont conservé leur vie sociale, leur logement et leur métier habituel. Ils se sont parfois entraînés clandestinement et très succinctement au maniement des armes et ont bien souvent une formation très légère. Néanmoins, ils représentent une force numérique non négligeable et sont motivés par le vent de la liberté qui semble se lever. Ils sont mobilisables en cas de besoin et attendent le signal. Dans les quelques jours après le lancement de l'opération en Normandie, l'état-major à Londres fait machine arrière par crainte de massacres inutiles. Dans toute la France, un contre-ordre est envoyé immédiatement par message radio et insiste sur l'importance de rompre le contact. En effet, il faut maintenant s'évanouir dans la nature car il leur est impossible de ravitailler les maquis du fait que les moyens partent vers le front normand et le front italien. Hélas, le Vercors est un maquis différent des autres et la nature même du projet Montagnard a impliqué de verrouiller un territoire et de faire front.
Il est donc impossible de faire machine arrière. L'état-major du Vercors, lui, est confiant et attend les troupes aéroportées alliées. On s'organise petit à petit en distribuant des armes légères parachutées qu'il voit toujours comme un signe de coopération et de validation du projet en cours pour le Vercors. Cependant, on s'inquiète de ne pas avoir encore reçu les armes lourdes. Jean Julien, instituteur à la retraite, assez bon connaisseur du Vercors, a eu la chance de connaître bon nombre de ses combattants et parfois de s'en faire des amis. Il a donc une idée assez précise du déroulé des faits. À partir du moment où le Vercors s'est déclaré en guerre, à partir du moment où le Vercors a fait le hérisson, où on a barré les accès du Vercors, il n'y a plus de possibilité pour le commandement du Vercors de faire machine arrière. Et les compagnies civiles de Grenoble sont montées, et si on les faisait redescendre, ça serait un véritable massacre puisqu'ils se sont dévoilés. On attend les parachutistes les parachutistes alliés, bien sûr, qui vont précéder le débarquement en Provence, puisque le projet montagnard du début, qui est en route depuis des mois et des mois, ce projet montagnard est toujours valable. Donc, d'un moment à l'autre, on attend des avions, on attend des parachutes. Le doute s'installe alors que les heures passent. Robert Ben est alors fraîchement arrivé sur le massif. Il est en charge d'assurer les liaisons radio et le guidage des opérations aériennes. Grâce aux archives, on sait qu'il envoie plusieurs messages radio aux Alliés à l'état-major d'Alger. En voici des extraits. Bayard vous rappelle l'urgence parachutage. Pouvons recevoir au moins un régiment de parachutistes. Mobilisation faite dans Vercors mais armement actuel très insuffisant. Manque armement léger et lourd pour 2000 hommes, jeudi 2000 hommes bastion Vercors. Prêt à recevoir de nuit ou de jour. Le colonel Descours, alias Bayard, lui aussi par radio, insiste vers d'autres destinataires. Vercors 2000 volontaires à armer. Stop. Enthousiasme premier fléchi devant carence armement. Attaque en force possible. Impossible de résister efficacement dans conditions actuelles. Échec entraînerait représailles impitoyables sur population. Troupes armées ont 3 minutes de tir seulement. Et dans un autre message envoyé vers l'état-major de Londres, mobilisation a été ordonnée sur assurance formelle recevoir armement. Stop. Non-exécution promesse créera Vercors situation dramatique. Le 12, un autre message demande. Envoyer urgence max sur chaque terrain Bob dans Vercors. Manquons mitrailleuses, FM, mortiers, si possible armes anti-chars et canons. Ce même jour, la réponse tant attendue arrive enfin. Seul obstacle jusqu'à présent conditions atmosphériques. Stop. Ferons de notre mieux suivant possibilité de transports aériens limités. L'esprit léger retombe face à cette réponse mitigée. L'inquiétude s'installe peu à peu et pour ne rien arranger, des rumeurs font état qu'il y a du mouvement à Grenoble et la population s'inquiète. Marcel Perronnet, de la section d'Angers, se souvient. On croyait qu'on allait faire comme je sais pas, les cadres nous avaient dit, ça y est, c'est la date, on a reçu des ordres supérieurs, alors nous on était heureux. Il veut s'oublier, mais il y a même peut-être un Baudouin qui a dit, mais arrivé à Saint-Nizier, l'après-midi, je jouais, il m'a dit, tu vois Marcel, tout ça, c'est à nous. T'as vu l'ambiance italienne. Ah oui. Mais il a fait le temps quand même, c'est de ne pas avoir pris la pioche et la pelle. Pour faire des trous, des trophées. Pour illustrer l'esprit qu'il régnait à Saint-Nizier au moment de la mobilisation, j'ai choisi des extraits du témoignage écrit de Michel Prévost. Ce journal, il le rédige chaque jour et quand il n'a pas le temps, il s'en occupe au maximum quelques heures ou parfois quelques jours après. Les détails lui sont encore frais et précis, ce qui en fait un témoignage d'ambiance riche. Michel a alors 16 ans et son père, le célèbre écrivain Jean Prévost, est l'un des piliers du projet montagnard. Le 10 juin, après avoir appris la nouvelle du débarquement de Normandie, il reçoit l'ordre de mobilisation et part rejoindre son père à son poste. Lui et 250 de ses camarades doivent tenir la plus grande porte d'entrée du Vercors, celle de Saint-Nizier.
je suis arrivé sous une pluie torrentielle. Dans les communs d'une ferme, des hommes dégraissent des fusils, montent des mitraillettes. Des chargeurs sortent de leurs poches. Ils ont accroché des chapelets de grenades autour de leur ceinture. Une échelle mène au grenier où d'autres hommes sont étendus et bavardent. Mon père, au fond, avec d'autres officiers, plus ou moins en uniforme, regarde des cartes. Son grand pistolet automatique pend sur sa cuisse. J'ai rejoint mon père qui présidait au montage de mitrailleuses longues et basses et examinait d'un œil de connaisseur, d'étranges tuyaux verts, encore inconnus de moi. Il paraît que ce sont des bazookas. Qu'ils font beaucoup de bruit, beaucoup de flammes et beaucoup de mal. Les chefs sont descendus avec quelques hommes pour examiner les positions et placer des postes sur la route. Pour moi, je flâne. J'ai été admirer le paysage au tournant de la route. Des bois et des grands prés qui montent en forte pente jusqu'ici. Les Boches auront bien du mal à escalader le plateau de ce côté. Et c'est le point le plus faible de notre ceinture de montagne. Un esprit léger de libération règne. Les officiers placent quelques hommes de garde le long du plateau charvé et décident de futures positions de combat. Elles sont à l'avant du village de Saint-Nizier pour éviter au mieux d'éventuelles représailles sur la population, pris de fait dans le projet. Il s'agit aussi de réduire l'avantage des Allemands mieux armés. Dès qu'ils approcheront, le dispositif de défense sera organisé comme ceci. Au centre, la section d'engins, une section dite d'engins anti-blindés, avec un armement de fortune. De bazookas, un fusil anti-char Boys, des grenades Gammon et un mortier de 2 pouces. Avec l'armement le plus lourd dont dispose le maquis, ils doivent arrêter ce qui arrive par la route. Cette section détachée de la compagnie Goderville est commandée par l'architecte Roland Bechmann, alias Lescaut. Il en prend le commandement peu avant le début de la bataille. À gauche, sur l'aile la plus vaste, la compagnie Goderville et ses hommes provenant en grande partie des groupes francs de romans, avec une certaine expérience et assez bien armés, ils disposent de mitrailleuses légères. Elle est commandée par l'écrivain Jean Prévost, alias Goderville. À droite, avec des hommes encore faiblement armés, majoritairement jeunes et peu entraînés, est posté Paul Brissac et ses grenoblois qu'il a lui-même recrutés. Il dispose globalement de bons chefs de section, l'une d'elles doit se positionner sur la jonction Goderville-Lescaut car le front est trop vaste. Le train ne va pas tarder à arriver, il s'agit de l'arraisonner car il doit monter des miliciens ce soir. Pour nous c'est un véritable film de Far West auquel nous avons la chance de participer. Premier épisode, l'attaque de la diligence. Nous gardons le train. Mon père avait été disposé des postes de guet tandis que le gros de la troupe s'installait dans la paille d'une grange. Il doit faire beau dehors car le soleil se glisse entre les tuiles. Papa a une tache de soleil juste sur la figure. Elle va sûrement le réveiller bientôt. Hier, les hommes disaient que les Boches ne tarderaient sûrement pas à monter, et que, la prise du train les mettrait sûrement au courant. En tout cas, ils ne doivent rien savoir de notre force, le plateau est fermé, on y monte mais on n'en descend plus. C'est drôle d'avoir son fils pour frère d'armes, m'a dit papa en se réveillant. Les Boches ne sont décidément pas pressés de venir, ni les Anglais d'ailleurs. Qui bougera en premier ? Les maquisards sont installés ici, donc à partir du 10 juin. Ils n'ont pas fortifié. Ils n'ont pas fait de véritables emplacements de combat. Simplement, les lignes de tir sont assez dégagées. Donc les maquisards se dominent bien, puisque on est ici au-dessus de Grenoble et il y a même un jeu qui consiste pour les Grenoblois à reconnaître leur quartier, voire leur immeuble. Ils peuvent observer très bien tout ce qui se passe en bas et voir monter quand ça va monter. Les liaisons se faisant à pied, les informations tardent. Le matin du 13 juin, aux alentours de 8h20, sont signalés des regroupements allemands à l'ouest de Grenoble. Les guetteurs voient passer des camions et vers 9h, les informations sont confirmées. C'est vers Saint-Nizier qu'ils se dirigent. Rien cependant du côté des gorges d'Engins, l'autre accès plus proche à l'ouest ne semble pas concerné. Après un petit peu de route, Anton Rild et ses camarades débarquent des véhicules au hameau de Parissé, après la Tour-Saint-Venin. Puis ils se dirigent à pied d'abord sur la route, puis sur les chemins, et enfin dans les bois discrètement.
Notre cortège avance vers le site, largement dispersé. Sur la droite, la route serpente enlacée sur la pente-rail. Nos hommes transpirent sous le poids des armes et du matériel et sont heureux lorsque le feu ennemi se déclenche enfin et leur permet de baisser leurs armes et de se reposer. Michel Prévost, lui, sent l'ambiance se tendre. Ça a l'air sérieux cette fois. Tout à l'heure, on a annoncé à papa que de petits groupes suspects montaient la route. On a donné l'alarme. Je suis parti avec le brancard au Guillet, le centre de notre ligne. À la première rafale de fusil mitrailleur, j'ai eu un peu froid à l'estomac, mais ça s'est tassé. Je suis derrière une maison fermée, derrière un petit mur. Un homme mal rasé est adossé au mur, sa mitraillette posée près de lui. Comme nous l'avons vu, Roland Beichmann commande la section d'engins. Il a alors 25 ans. C'est un homme très soigneux des détails et son témoignage est très précis et se regroupe bien avec d'autres. Il a miné la route et les ouvrages d'art en contrebas de la ligne de front jusque tard dans la nuit et quand il se réveille, il est trop tard. L'ennemi a déjà dépassé ses pièges et ont laissé leur camion au hameau de Paris-C. Les mines anti-chars placées plus haut sur la route ne servent donc pas. Beichmann rejoint sa position en trombe. Nous nous attendions à voir déboucher des automitrailleuses ou quelque chose de ce genre. Le temps était magnifique, les sommets de Belledonne brillaient et on voyait parfaitement Grenoble. Quelque temps après mon arrivée sur la position, on vit bouger des Allemands dans la cour de la ferme située un peu plus loin, en contrebas de la route de Grenoble. On commença à recevoir des projectiles dès qu'on se faisait voir. Roland Beichmann va utiliser le seul mortier de la section d'engins pour ralentir l'ennemi. Et avec ce petit mortier, c'était un machin de femme jalouse. C'était un petit calibre, tout. Enfin bref, il était là. Donc c'est un petit mortier d'infanterie anglais de 50 mm. Il n'est pas très utilisé dans les maquis en général parce qu'il a un gros encombrement, il a une grosse consommation de munitions. Donc on le voit, mais c'est pas une arme qui est très répandue. Ici pour le Vercors c'est différent parce que c'est un combat de front qui est mené. Ces mortiers sont utiles en combat de montagne puisqu'ils permettent d'atteindre des cibles qui sont dissimulées derrière des obstacles en tir courbé, contrairement aux armes à tir tendu. Ce mortier est parachuté dans des conteneurs avec environ 25 obus explosifs et 5 obus fumigènes. Donc on peut penser que c'est ce dont dispose Roland Beichmann le 13 juin. Donc on mesure bien l'engagement de Roland Beichmann qui est très polyvalent. Il a miné la veille, il commande sa section le 13, il utilise le mortier, le bazooka et à la fin il utilise les grenades Gamon avec notamment Chabal. Nous les arrosions au mortier car ils s'abritaient derrière la ferme et dans les replis du terrain pour progresser. Nous étions très peu nombreux. Je me déplaçais entre chaque salve de mortier d'un côté à l'autre de notre position avec Revolet qui était mon servant de façon à éviter d'être trop vite repéré. Ce petit jeu était assez amusant et, grâce au fumigène, on arrivait assez bien à régler le tir du mortier. Néanmoins, nous n'avions qu'une puissance de feu très réduite et les Allemands arrivèrent rapidement tout près de la position grâce au couvert du petit bois et à l'abri du talus extérieur de la route. Dans un premier temps, le feu des mortiers contient les Allemands au centre qui hésitent à avancer. Ils ne veulent pas risquer la vie des leurs inutilement et se contentent de jauger le dispositif de défense français. Ils ignorent encore le nombre de combattants et la nature des armes présentes. À ce moment, on aperçut des canons d'armes automatiques qui dépassaient le talus à 30 mètres de nous. Faute de pouvoir utiliser le mortier, car ils étaient trop près, et il ne restait plus guère de munitions, nous nous efforçons de les empêcher de déboucher, d'une part, par un tir direct depuis le talus qui dominait la route des Guillets, d'autre part, en les arrosant de grenades depuis la carrière. Cela les empêchait de nous tourner par la droite par le sentier qui rejoignait la route. Pour plus d'efficacité, à l'abri du feu des mitraillettes de nos camarades, certains d'entre nous rampaient ou couraient, à tour de rôle, sur le bitume, pour se rapprocher de l'ennemi et lui lancer, de plus près, des grenades quadrillées, par-delà le rebord opposé de la route. Les Allemands, en contrebas, étaient moins bien placés pour riposter à la grenade. France Pina, infirmière civile, se trouve à l'hôtel touristique qui se trouve en contrebas de la ligne de front défendue par les hommes de Brissac. Depuis quelques jours, elle soigne une amie souffrante. Quand elle aperçoit les Allemands qui avancent prudemment, elle s'inquiète.
Je fus tout à fait surprise quand je vis apparaître à travers de grands arbres, des soldats allemands qui rampaient avec des mitraillettes, prêts à tirer. Plus le temps s'écoulait, plus les Allemands s'approchaient. La maison était cernée de toutes parts. Ils avaient pris l'hôtel comme abri et de là, ils ripostaient et avançaient le long des murs. L'un d'entre eux n'avait pas trouvé mieux que de tirer dans l'hôtel et nous étions très effrayés. Ce n'était plus qu'un bruit infernal. Immédiatement, nous avions décidé de nous abriter dans la cave, et vite, installions des chaises et amassions des couvertures. Entre-temps, 2 Allemands visitaient l'hôtel craignant d'y trouver des hommes cachés. Au moment où je sortais de la cave, je rencontrai un Allemand couché sur le divan du bureau, il venait se faire panser un pied et l'on entendait hurler de tous côtés. Une trentaine d'hommes étaient venus se désaltérer. Une fois les obus du mortier de Beichmann épuisés, les Allemands ont pu s'approcher des lignes et tenter de s'infiltrer. À gauche, sur la route, non loin des pylônes, dans cette haie qui, à l'époque, se situe au niveau des maisons, le groupe de Paul Arnaud ne parvient pas à voir l'ennemi qui profite d'un couvert forestier pour approcher. Soudain, un Allemand couvert de branchages apparaît sur la route. Les Français ouvrent le feu et l'accueillent avec une grêle de balles. L'Allemand virevolte, semble touché, tournoie et disparaît. René Mouchet, stupéfait et dépité, s'étonne de ne pas avoir réussi à le tuer. Les réserves de munitions fondent vite et le groupe n'a que 3 chargeurs de Sten par personne et quelques grenades. Les hommes économisent sur ordre de Paul Arnaud, ils tirent au coup par coup dès qu'ils aperçoivent quelque chose de suspect. À ce moment-là, à droite, le secteur de Brissac étant assez calme, ce dernier décide d'aller aux nouvelles de ses hommes à gauche et constatant que le groupe Arnaud est au contact et que l'ennemi pourrait bien le déborder, il monte vers le poste de commandement et ordonne à son subordonné, le lieutenant Marin Dantella, de descendre rapidement sur le chemin pour former une seconde ligne. Avec quelques-uns des hommes de réserve, un mélange de gens de la compagnie Goderville et de Brissac, Dantella arrive sur place. Il n'a pas choisi sa position et dispose ses hommes du mieux possible, derrière les couverts naturels et installe une mitrailleuse. Voulant éviter les pertes inutiles et ne voyant pas directement les Allemands, celui-ci ordonne de ne tirer que si les Allemands avancent. Les gars qu'on m'avait dit, parce que moi, mes hommes qui étaient montés avec moi de mes groupes, ils étaient restés avec Brissac. Et moi, on m'avait collé avec Jean Prévost. On nous a dit prendre cette arête et c'est l'histoire de l'armée qui vous dit, les chefs vous disent, vous me mettez là. Vous comprenez ? Bon, et comme je suis arrivé, je vous ai dit, au dernier moment en catastrophe, bon, je me suis planqué où j'ai pu. À ce moment-là, il y avait un tas de cailloux tout le long. Et nous, on était là. Alors, je leur avais interdit de tirer. J'ai dit, vous tirez que s'ils avancent. Parce que s'ils vous repèrent, vous y restez tous. Au centre, plus à droite, vers la position de Beichmann, l'assaut reprend de plus belle. Les Allemands améliorent leur dispositif. Ayant disposé en créneaux des sacs de terre sur le rebord du talus, opposé à la route derrière lequel ils étaient abrités, ils nous arrosent sérieusement. Seules les grenades lancées par les plus habiles d'entre nous, depuis la carrière, les retiennent de leur côté de la route. Nous nous demandons que faire, d'autant que certaines de nos mitraillettes s'étaient enrayées. À ce moment, Itier se met à tirer au bazooka et je l'imite. Nous visons le rail extérieur. Les obus explosent en projetant du ballast dans tous les sens, certains perforent le talus. Les mitrailleurs ennemis reculent, ce qui nous donne quelques répits. De nouveau, à gauche, près des pylônes, qui sont eux toujours sensiblement à la même place aujourd'hui, l'intensité des tirs du groupe Arnaud baisse. Ils sont bientôt à court de munitions et les Allemands parviennent à installer une mitrailleuse. Par manque de liaison, Dantella ignore que la section Arnaud a besoin de tirs de couverture. La MG42 allemande est mise en batterie et un jeune Français est repéré. L'arme prend l'enfilade de la haie où se situe le groupe Arnaud. La faible végétation de l'époque et cette période de l'année jouent en faveur de l'ennemi. Les branches éclatent, la terre se soulève, des balles ricochent sur les pierres. Le jeune maquisard appelle sa mère par réflexe. Roger Poulet, touché aux tempes, s'écroule, le visage en sang. À côté de René Mouchet, Fortuné Ferrini est lui aussi touché. Il s'écroule et supplie qu'on ne l'abandonne pas. Le groupe est hors de combat et les Allemands balayent la haie dès qu'il y a le moindre mouvement. Dans la confusion du moment et vu le manque de munitions, certains veulent tenter un repli. Pierre Tonin surprend les tireurs allemands et parvient à passer.
Robert Roplin et Paul Arnaud qui le suivaient sont fauchés dans la course. Matteo Messuri a fait demi-tour à temps et trouve un abri derrière les pierres. Henri Perret et Marius Arnaud, qui s'étaient déjà élancés, sont fauchés également. Le groupe de Dantella, témoin de la scène, réplique et ouvre le feu. Recevant des tirs depuis la lisière ouest, des servants allemands changent de direction de leur arme et répondent. Dantella, qui coordonne ses hommes au milieu du chemin, évite par chance d'être touché. Armand Israël, lui, a une balle qui lui traverse les deux cuisses et se vide de son sang. Plusieurs gars sont touchés. Et c'est là que l'un qui a été blessé à la main, Jésus a été blessé au parti, et là, André Israël a été tué là. Et là, ici, il y avait un tas de pierres. Et moi qui ai au machin, les balles tout autour, et je n'ai pas une qui m'a éravelé. Mais ça, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien à ce moment-là. Là. Et moi, j'avais une Marlène, et moi, j'étais derrière un sapin. Et la Marlène, le gars qui tirait, les gars, là, quand il les voyait bouger, il était au pied du... c'est un socle en béton qu'il a, hein, au pylône. Il était derrière le machin, mais bien souvent, pour les ajuster, il était obligé de se lever légèrement. Et c'était un tireur d'élite. Et moi, où j'étais, je m'en étais jamais servi de la Marlène encore. Hein. J'ai mis la hausse, environ 250 mètres, machin, et le type a pris la machine, ça a traversé le casque. On a retrouvé le cadre, mais on n'a pas trouvé le corps. Le casque, les cartouchières, tout, et dans le casque, c'était plein de débris précis, hein, précis, avec hausse précis. Ces étuis et ce tire-bande typique d'une mitrailleuse allemande ont été retrouvés et ramassés en quantité par un habitant du pays. En confrontant l'emplacement de la découverte au témoignage, on confirme facilement l'emplacement de cette mitrailleuse. Parmi ces étuis, on peut facilement imaginer que certains sont directement liés à la mort des hommes du groupe Arnaud. Grâce aux archives allemandes, et notamment à la fiche de décès établie à l'époque, on sait que le seul mort allemand du 13 juin est Vadim Johann, 24 ans, conducteur au 2e bataillon du 7e régiment d'artillerie de réserve. Curieusement, et bien que ce soit habituellement peu précisé, il est noté sur la fiche « frappé à la tête avec un pistolet mitrailleur ». Cela suggère que la balle a été retrouvée et identifiée comme étant celle d'un pistolet mitrailleur et que l'homme chargé d'établir la fiche, pour on ne sait quelle raison, a cru bon de le préciser. En effet, le pistolet mitrailleur américain Marlin UD-42 de Dantella, qui revendique le tir, est en 9 mm. C'est un calibre également utilisé par les Allemands dans leurs armes et principalement dans les pistolets mitrailleurs. Ils connaissent donc cette munition. Dantella affirme avoir tiré à 250 mètres environ et cette munition, dans ce type de canon, perd de sa puissance à cette distance. Aussi, on peut imaginer qu'elle était en fin de course et cela peut aussi correspondre à ses dires. En effet, sur la carte, la distance de sa position présumée à la position du pylône correspond aussi à ce qu'il affirme. Il est probable que ce tir ait échaudé les Allemands et que ce laps de temps ait permis aux Français de s'approcher de leurs blessés. Michel Prévost, qui est toujours au hameau des Guillets, note dans son journal. « Je ne suis guère rassuré, car nous allons passer à découvert le tournant de la route. Il paraît qu'il y a des blessés qui ne sont guère beaux à voir. Les pauvres faisaient vraiment pitié. Nous sommes entrés dans le bois, presque à 4 pattes, à cause des tireurs allemands qui sont juchés dans les pylônes de la ligne à haute tension. » Matteo Messuri, à gare, rejoint les brancardiers. Il découvre les corps de ses camarades. L'un gît dans une position insolite, la jambe dressée vers le ciel. La mitrailleuse lui a fracassé la cuisse. Il est aussi touché à la tête. 2 autres sont inanimés, les mouches tournoient déjà sur les corps. Marius Arnaud a été horriblement touché au ventre. Son ceinturon est déchiré et sa stène est tordue au niveau du chargeur, percuté par un tir. Michel Prévost, lui, se porte sur le premier blessé. Il était étendu sous les sapins et il y avait des taches sombres sur les aiguilles sèches. Lui était d'un blanc tirant sur le vert, tout taché de sang. Il avait au bras, un trou rouge clair, sur le fond noirâtre de son bras et de sa chemise barbouillée de sang. Un peu plus loin, le lieutenant Arnaud était étendu sur une planche. Sa chemise coupée au ciseau autour de sa poitrine, laissait voir à gauche du cœur un petit trou rouge. Son pantalon lacéré, les 2 cuisses étaient horribles à voir et pleines de sang. Il se plaignait doucement. Son visage était vert et crispé. Il a crié quand nous l'avons mis sur le brancard,
Puis, quand nous l'avons emmené, il a commencé à nous supplier. Il se tenait en quatre pour ne pas hurler. J'aurais préféré avoir mal à sa place et ne pas l'entendre. La bataille est bien engagée et l'état-major constate que l'attaque se déroule uniquement sur le secteur de Saint-Nizier. Aussi, ils se permettent de prélever des renforts en d'autres points. Abel Chabal et sa section, constituée majoritairement d'anciens militaires du 6e bataillon de chasseurs alpins, cantonnent à la Rivière, un petit hameau près de Saint-Aignan dans le Vercors Sud et qui se situe à environ 40 km de Saint-Nizier. Il sélectionne une partie de sa section et il part pour Saint-Nizier. Robert Pitoulard, un des derniers survivants de la section, témoigne. Alors le 13 juin, on a reçu l'ordre de venir ici en renfort, mais Chabal, qui était un meneur d'hommes, qui était un être extraordinaire, nous formait, nous donnait une formation militaire, c'est-à-dire en clair, il nous entraînait, parce qu'il savait très très bien qu'un jour ou l'autre on se l'engageait, quoi. Et on est donc venu en renfort un peu sur une réputation hypothétique, parce qu'on n'avait encore pas fait nos preuves. Alors, mais comme l'état-major savait que Chabal encadrait bien sa section, disons qu'il y a eu un préjugé favorable pour nous faire partie de la fête. Au carrefour de Saint-Aignan et de Saint-Martin, près des baraques, sont arrêtés à moto au bord de la route François Huet et Pierre Tanin. Ils voient débarquer un convoi de camions commandé par le sous-lieutenant Michel Perrotin, alias Fressina. Il revient, avec ses gars, d'un coup de main audacieux au camp militaire de Chambaran, à environ 60 km du Vercors, où ils ont pris, entre autres, plusieurs canons de 25 mm français, gardés par quelques gendarmes aux ordres des Allemands. Seulement 62 de ces canons antiaériens Hotchkiss modèle 39 étaient en service dans l'armée française en 1940. Ce siège, de la collection du musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, et ces douilles, issues d'une collection privée, sont les uniques vestiges connus de ces canons présents au Vercors. Immédiatement, il sélectionne le meilleur, s'acclimate avec le fonctionnement de l'arme et constitue une équipe de servants puis se dirige sur Saint-Nizier. Au même moment, Paul Arnaud est évacué en direction de Lens-en-Vercors, mais il décède en route. Au Guillet, les morts sont rassemblés. Un civil avec un tombereau charge les corps et remonte lentement vers le village. Il est entre midi et 13h quand la section Chabal arrive sur place. Le car se place dans le virage et les hommes débarquent. Alors on est arrivé les 22 chasseurs avec Chabal. C'est le capitaine Kostat Borgard qui nous a reçus. Et le car s'est arrêté à l'abri des vues, parce que les Allemands étaient évidemment ici. C'était la fin de matinée, c'est-à-dire c'était entre 11h30, midi, peut-être midi et demi, à peu près. Hein, il a fallu le temps de venir. Hein. Et on avait des pistolets mitrailleurs, on avait des Sten, et puis on avait des fusils mitrailleurs français, des 24-29. Comment dirais-je, le fusil mitrailleur qui était en service à ce moment-là dans l'armée. Hein. Mais on n'avait que de l'armement individuel. D'ailleurs, en 6e bataillon de chasseurs alpins, on était de l'infanterie, point à la ligne. Il n'y avait pas de matériel lourd ni rien du tout. Et nous sommes arrivés en fin de matinée et on a eu droit à un petit laïus du capitaine Kostat Borgard qui nous a dit c'est gentil de venir, vous êtes très bien, vous êtes bien, mais vous arrivez à la bourre, c'est fini, terminé, on n'a rien eu. Vous êtes venu en renfort, mais il n'y a pas de renfort à avoir. On va quand même vous envoyer sur un poste. Alors il nous a dit il n'y a rien eu, ça s'est bien passé, etc. On n'a pas de perte, on n'a rien du tout. Alors on est descendu par le petit chemin et on est arrivé en face du petit chemin qui est là en bas. Et la première chose qu'on a vue, il n'y avait pas eu de perte, mais c'était un tombeau de morts, un tombeau de paysans qui a été transformé en corbillard. Et on montait les gens qui avaient été tués le matin, et le paysan les montait à Saint-Nizier. Alors voilà, en gros, nous, ça a commencé par nous filer un croix. On s'est dit, il nous dit qu'il n'y a rien, mais en réalité, ils ne sont pas tombés de coups de soleil. Hein. Oui, c'était impressionnant, oui, c'est impressionnant, mais
dans le mouvement, dans l'ambiance, et puis surtout dans l'ambiance qu'il y avait à la section Chabal, la pression, elle est relative, qu'elle passe vite. Parce qu'il y avait un entrain du tonnerre. Alors Chabal nous a amenés derrière la petite maison que je vous montrerai là en bas. Et puis il nous a dit, vous en faites pas les gars, c'est rien, on s'en sortira et puis vous verrez, tout ira bien. Bon, bref. Pendant ce temps-là, Beichmann au centre est dans une position de plus en plus délicate. Nous continuons à tenir en respect les ennemis avec les tirs de 2 ou 3 Sten encore opérationnels et les grenades qu'on lançait depuis la carrière. Nous opérions aussi du haut du talus dont la légère courbe nous protégeait encore un peu du tir latéral. Mais il n'y avait plus guère d'espoir de tenir longtemps, étant pris de flanc et la retraite étant coupée. Itier était indemne. Pour ma part, j'avais juste une éraflure à la cuisse, provoquée par une balle passée entre mes 2 jambes et qui avait fait dans mon pantalon 2 petits trous ronds. C'était heureusement à une quinzaine de centimètres plus bas que l'entrejambe. Par ailleurs, j'avais les mains et le visage brûlés par les projectiles à fusée des bazookas, car nous n'avions pas de visière. En outre, j'avais déjà en plusieurs points du corps, notamment sur la figure, une éruption provoquée par la manipulation du TNT lors des minages des jours précédents. Je m'étais complètement badigeonné le visage de mercurochrome, ce devait être du plus bel effet. Itier avec sa vareuse bleue horizon qui devait dater de la guerre de 14, cheveux au vent, était absolument splendide. Se démenant d'un côté à l'autre du talus avec son bazooka, comme un diable. Nous pensions que cela allait être la fin. J'avais tenu jusqu'à ce moment-là et j'allais me suicider pratiquement avec des gars qui n'avaient que des grenades, et on n'avait plus que des grenades, il fallait traverser une route, de l'autre côté il y avait des Allemands, et on a arrêté parce que j'ai entendu la Marseillaise. C'est pour ça que j'ai une référence pour la Marseillaise. Chabal nous a fait monter pour nous donner de l'entrain, nous a fait monter la petite pomme que je vous montrerai. Il nous a fait monter en chantant. Et on a eu un premier tué ici qui était Gaston. Gaston, c'était un enfant de l'assistance publique qui, au 6e BCA en 1942, était muletier. Alors, il a été tué à mi-pente. Et il était de mon groupe. Et quand on est arrivé en haut avec Béjot et d'autres, on s'est aperçu que Gaston, il avait une grande part de munitions dans sa musette et qu'il était couché là au bout. Il fallait donc aller chercher la musette et puis les munitions. Alors avec Béjot, je suis descendu entre autres. On était que les deux, effectivement. On est allé chercher les munitions. Et là, j'ai mon premier souvenir de guerre parce que les Allemands nous voyaient bien. On était couchés derrière le corps de Gaston et on entendait les balles qui rentraient dans son corps. Ça, c'est une impression qui m'a jamais quitté. Alors, anecdote, quand on est arrivé, Chabal, qui était un militaire au plus profond de lui-même, s'est mis au garde à vous devant le lieutenant, puis il lui a dit, adjudant-chef Chabal, 6e bataillon de chasseurs à vos ordres, mon lieutenant. Puis il lui a dit, tu n'as pas de coup, je te tire de tous les côtés. Enfin bref, mais l'autre, il ne bougeait pas. Alors, déjà à partir de ce moment-là, Chabal est devenu pour nous un mythe un peu. Vous voyez, c'est devenu un type qui avait la baraka, un type qui ne voulait pas reculer. Alors, les Allemands avaient réussi à monter là parce qu'on a été pris sous le feu, nous, des Allemands, venant de là-bas. Après, c'est venu de là-bas, c'est venu de tous les côtés. Mais encore une fois, l'ESCO était encerclé. Les Allemands étaient au bord des rails du tramway. Bon ben, Chabal a dit à l'ESCO, on vient essayer de vous dégager. Alors, Chabal nous a fait attaquer, donc après un certain moment de repos quand même, il nous a fait attaquer les Allemands de ce côté-là. Je reconnais alors Chabal qui, tranquillement, vient se placer devant moi sur le talus. Avec un large sourire, car il m'avait aussi reconnu, il se met au garde à vous, debout, alors qu'on entendait siffler les balles. Avec ce qui me parut une très grande lenteur, il me fait un magnifique salut en décomposant son geste à la façon des chasseurs. La main lancée en avant à la fin du geste, comme dans une cour de caserne. « À vos ordres, mon lieutenant, dit-il. » Un peu interloqué, je me crois obligé de répondre de même, mais avec un salut certainement beaucoup plus bref. En lui serrant la main, je l'entraîne à l'abri relatif du talus et lui indique sur quoi il faut pointer ses fusils mitrailleurs.
La contre-attaque débute alors qu'une partie de la section reste près de Beichmann. L'autre partie, guidée par Chabal lui-même, traverse d'un bond un champ menant dans une haie sur la gauche. De là, les 2 fusils mitrailleurs 24-29 de la section entrent en action et parviennent à faire reculer les Allemands du pylône. Voyant que ce problème est réglé, Chabal retourne vers Beichmann. Il reste des Allemands à l'abri du virage à déloger. Un groupe traverse la route et un autre plus à droite prend l'amorce du petit sentier. Chabal envoie quelques chasseurs par le petit chemin pour tourner l'ennemi pendant que nous, lui faisions baisser le nez avec les tirs d'armes automatiques et les grenades. Mais le groupe envoyé en reconnaissance est contraint de se replier. 2 chasseurs manquent, le caporal Romier et Bichon. Rambaudy est blessé. Bichon, alias Garand, a pris une balle en traversant la route. Elle est entrée sous les parties et est ressortie par la cuisse, sectionnant une artère fémorale au passage. Il se vide de son sang, souriant et détendu, puis s'endort. Romier, qui avait pris le sentier, a aussi été touché, et s'écroule sur le dos, sur le chemin, en plein découvert. Il reste lucide mais ne peut pas bouger. Peu à peu, il devient une cible facile pour les Allemands. Rambaudy tente d'aller le chercher, mais au moment où il saisit Romier, il est touché. Il recule alors et parvient à s'extraire du piège mortel. Les Allemands s'acharnent et achèvent Romier de plusieurs tirs. Alors, on n'avait presque plus de munitions. Alors, on avait Beichmann et puis on avait une Gabon. Alors, et légalement, elle était justement là où on était, il était à peu près ici, derrière la voie ferrée. Alors, il y a Beichmann, il dit, on va tenter le coup, on va le dégager, parce que si on ne peut pas se replier, là, on va être pris comme des lapins. Il fallait trouver un moyen radical et définitif pour se débarrasser de ces Allemands si bien abrités par le talus de la route. Je décide de les expulser avec des bombes Gammon. Le terrain s'y prête à condition de pouvoir s'approcher en passant sur le bitume. Parce qu'on ne pouvait pas, on était lieu de faire ça nous-mêmes. Personne, d'ailleurs, il ne savait pas. Il a fallu que j'apprenne rapidement à quelqu'un. Je crois que c'était Quillon, le 3e homme qui a lancé des Gammons avec Chabal et moi. Pendant que les chasseurs, les membres de notre groupe éhitier, dirigent un feu roulant pour faire baisser le nez aux Allemands. Nous bondissons, Chabal, Quillon et moi, depuis la carrière, en nous baissant progressivement pour laisser passer les tirs de soutien. En nous accroupissant à la fin, à 4 ou 5 mètres du bord, ensemble, nous jetons par-dessus le talus nos lourds engins. Tout se passe bien, les 3 bombes disparaissent derrière le nez du talus et explosent ensemble avec un bruit assourdissant, faisant résonner la montagne. Le souffle nous repousse tous les 3 en arrière sur le bitume. Des morceaux de terre, des branches, des cailloux volent en l'air et retombent sur la route et dans le petit bois. Il n'a pas lancé la Gammon. Les gens, je suis allé la nettoyer. Alors, c'est ce qui nous a sauvés. Et ils se sont amis. Alors, quand tu allais voir, il a trouvé une casquette d'un pouf dans le mort. Il n'est pas venu la récupérer. Il me connaît dit, mais quand elle va exploser, mettez-vous sur le coude. Puis alors, les arbres, ça nous a, les branches, ça nous a nettoyé. Il n'y avait plus de branches, tout est branché. Hein. Michel Prévost assiste aussi à la scène. Il regarde le canon de 25 arriver non loin du poste de commandement. On nous a amené un magnifique canon de 25 pris au Boche. Je regardais les servants le mettre en batterie, quand la fusillade est devenue tout à coup très violente en bas. Nous avons vu de gros panaches de fumée noire s'élever, en contrebas de la route. Nous sommes tout de suite descendus voir. Papa était tout joyeux. Ils sont bien partis maintenant. C'est là qu'on a utilisé pour la première fois des grenades Gammon sur les Allemands qui étaient là dans le coin. Pourquoi ils sont sortis, pourquoi ils sont partis, pourquoi est-ce qu'ils ont eu la trouille, bref, peu importe, on n'en saura jamais rien. Et on ne s'était pas laissé faire. Et on les a poursuivis avec Chabal, donc. On les a poursuivis jusqu'à la Tour Sans Nain, à travers la forêt. Enfin bref, on est descendu donc jusqu'à la Tour Sans Nain. Et dans l'enthousiasme de nos 20 ans et dans l'ignorance de nos 20 ans, nous, on allait libérer Grenoble. On y allait, on descendait, on les voyait qui foutaient le camp, alors on y allait. On manquait surtout de raison.
Alors on est descendu, Chabal nous a arrêtés parce qu'il nous a dit vous allez vous faire bousiller, allez on remonte. Alors on est remonté, non ? On est remonté et on s'est fait tirer dessus en montant par les copains. Parce que ceux qui étaient restés, ils ne savaient pas qu'on était en bas. Tandis que j'aide à finir le pansement d'un chasseur, qui a reçu une balle dans la cuisse, le canon de 25 s'est mis à tirer. On dit que c'est sur les camions Bosch qui fichaient le camp. Ils en ont attrapé un à ce qu'il paraît. Nous sommes partis avec le Toubib ramasser un mort, nous l'avons trouvé allongé contre un talus, sa mitraillette sur le bras gauche, le nez sur son bras droit. René l'a retourné, il avait une grande tache sombre au milieu du visage. Quand je l'ai pris par l'épaule pour le mettre sur le brancard, nous avons mis une bâche sur lui, je l'ai trouvé lourd et raide. Itier, Roland et quelques autres sont venus nous rendre visite, ils étaient couverts de coups de soleil et de brûlures faites par les flammes des bazookas. Roland exhibe fièrement son pantalon percé par une balle. Après le départ des Allemands, France Pina emmène son amie et la patronne de l'hôtel, avec ses enfants, vers les lignes des maquisards. Les Allemands ont promis de revenir le lendemain à tout brûler. Elle marche en tête et prend soin de régulièrement crier pour se signaler. Accueillie par les maquisards et le capitaine Brissac, elle expliqua l'intention des Allemands et met ses compétences d'infirmière directement au service de la résistance. Partout, sur la ligne, on se remet de cette journée éprouvante. La plupart ne peuvent dormir car ils redoutent une attaque de nuit, d'autres étaient simplement encore trop excités. Certains ont chaud aux pommettes à cause du soleil, et tout devient de plus en plus calme. Des renforts arrivent au fil de la nuit et prennent position peu à peu. Les chefs font leur tournée sur les postes et c'est à ce moment-là que, sur la seconde ligne, Marin Dantella, près de sa position de la journée, rencontre Jean Prévost. Ici, c'est un lieu que je peux identifier très facilement puisque lorsque je suis venu ici en début des années 90 avec Marin Dantella, il m'a expliqué que le soir du 13 juin 1944, alors que la journée était terminée, que les combattants étaient harassés, une bassine de chocolat chaud avait été installée ici. Et autour de cette bassine, les combattants du maquis venaient boire un chocolat chaud. Et Marin Dantella m'a dit qu'une partie de la nuit, ils avaient discuté, lui, d'autres, avec Jean Prévost, qui a combattu ici aussi. Et Marin Dantella disait, Jean Prévost était un fin lettré, c'est vrai, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire de Prévost. Moi, j'étais un primaire, ce qui est peut-être exagéré de la part de Marin, mais peu importe. Moi, j'étais un primaire et on est arrivé à parler de livres. Moi, j'ai parlé de Frison-Roche. Voilà, c'était ici. L'emplacement est très, très facile à identifier, à retrouver, à mémoriser.